Israël et en Palestine. Alors, les Français qui étaient en Syrie supportaient le terrorisme arabe contre les Anglais, et les Anglais étaient... alors, c'était une sorte de proxy war, ce qu'on voit maintenant aussi en Syrie. Maintenant, bon, après 1918, et certainement après 1948, bon, l'Israël est là. Et c'est une source de chaque guerre qu'on a vue dans le monde avant 2011. Et c'est un problème qui, apparemment, ce qu'on voit maintenant, bon, on peut le résoudre, mais disons que les voies pour résoudre le problème, les modérés, sont en train de devenir de très grandes minorités dans chaque pays. Aussi en Israël, si on suit un peu les politiques israéliennes, on voit que les extrêmes sont en train d'agrandir beaucoup. Et ça, c'est quelque chose de très énervant vis-à-vis le futur de la région. Donc, bien sûr, très inquiétant. Je vais reprendre juste une phrase que vous avez évoquée tout à l'heure. Le traité de Balfour, qui a négligé les... C'est pas un traité, c'est une déclaration. De Balfour. Merci de rectifier. Okay. Donc, déclaration de Balfour qui n'a pas tenu compte des revendications nationalistes arabes. Et à partir de là, des soulèvements ont eu lieu. Ça faisait peut-être partie des premières révolutions vraiment et soulèvements populaires de cette époque. Alors, oui. Ah oui, mais les Anglais et les Français, ils s'intéressent jamais dans le monde, ce qu'ils pensaient, le monde, les gens qui habitaient là-bas. C'était même en Inde, en Afrique, c'était partout. On disait seulement, bon, c'est ça que nous pensons, et que ce que vous pensez, on s'intéresse point. Alors, les Français et les Anglais, donc, au 19e siècle, disons, jusqu'aux Deuxième Guerre mondiale, ils étaient comme ça. Alors, et maintenant, bon, on voit, oui, ça c'était peut-être un petit peu exagéré là-bas, ça c'était pas une très bonne décision là-bas, mais bon, on est là-bas. Alors, on est maintenant, disons, presque 100 ans plus tard, avec ce problème qui a été créé, c'est vrai. Il y avait d'autres possibilités, bien sûr. Il y aurait une Moyen-Orient possible sans Israël. Je suis pas convaincu. Si on voit l'histoire, s'il y a une autre manière où on aurait pu, disons, résoudre le problème là-bas, évidemment. Hein. Alors, ça a été, ce qu'on voit maintenant, c'est le résultat d'une malfaisance, d'une politique qui a été mal faite pendant des décennies. Des décennies, bien entendu. Puisqu'on parle de conflits militaires, je m'adresse à vous, Dr Ismaël, par rapport justement à partir de 1948, le conflit entre donc sionistes et arabes commence. Comment il commence et quelles raisons le poussent à être aussi violent? Alors même, tu as beaucoup sauté bien sûr jusqu'à 1948, mais il y a aussi pour quelque chose pour la déclaration de Balfour et tout ça. Ça c'était de plusieurs perspectives. Au début c'était un cadeau pour les Juifs pour soutenir les Britanniques pendant la guerre, parce que c'était presque un an avant la guerre mondiale, en même temps pour débarrasser des Juifs, pour les Européens. Alors, les Juifs faisaient beaucoup de problèmes, les communautés là-bas faisaient des ghettos en Europe et tout ça. Il faut débarrasser ces gens-là pour être très loin de nous, alors pour être plus calme. Parce que aussi, les Juifs étaient très forts par rapport au commerce, l'économie et tout ça. Et c'est presque le problème de Hitler, par exemple. Et pourquoi il ne met pas les Juifs par leur façon, et comme ça. Donc, il faut envoyer les Juifs pour la... Oui, bien sûr, ils ont d'histoire dans la terre de la Palestine, mais après qu'ils étaient partis sur la base de la promise, en fait. Dispersés à partir la conquête romaine de la Palestine par Titus, le commandant de l'armée romaine en 70. Il a détruit Jérusalem, détruit le temple, et là chassé les Juifs partout et tout ça. Donc la zone reste de 1000 ans sans les Juifs dans la zone. Et oui, il y avait des petites communautés ici, au Maroc, en Égypte, c'est comme ça, ils étaient dispersés partout.
Ok, donc, c'était comme ça. Et en même temps, je peux dire, on respecte bien sûr toutes les religions et tout ça, les juifs comme des juifs, on est avec, mais on est contre les éditionnistes qui contre les autres et qui toujours affirment l'idée de racisme, qui contre ceux qui ne sont juifs ou les non-juifs et qu'on traiter les autres comme ça. Ça, c'est ce qu'on est contre avec. Par exemple, quand le Premier ministre israélien, par exemple, quand il parle sur un État l'État d'Israël, c'est l'État des Juifs. Ça, c'est une terminologie normale pour nous, pour vous. On parle un État islamique pour Daesh, on n'est pas d'accord. Ils sont des terroristes et tout ça, on est contre ça. Et quand on parle d'un État pour les chrétiens, un État pour les juifs, mais ça c'est bizarre parce qu'on n'entend pas de commentaires très forts contre cette idée-là. Parce qu'un État des Juifs, il faut chasser les Palestiniens n'ont pas le droit là-bas. Donc on a beaucoup de terminologies qui sont très compliquées, tout ça. C'est surtout dans la manière de faire. On a juste un coup de fil. Docteur Mahmoud Sabet, qui est donc historien. Docteur Mahmoud, bonsoir. Bonsoir, oui. Merci d'être avec nous. On parle aujourd'hui donc du Moyen-Orient et vous en êtes aussi spécialiste. Avec vous, je vais voir quelles sont les principales raisons, parce qu'on parle d'une zone conflictuelle. Selon vous, quelles sont les principales raisons qui rendent cette zone de conflit? Les principales causes des zones de conflit au Moyen-Orient actuellement, en Égypte ou en Syrie, Irak, tout ça. Pardon? C'est ça la question, pardon? Oui, bien entendu, oui. Bon, un peu je pense par le bouleversement américain qui s'est rentré en Irak, par exemple. Le bouleversement il y a en 2001, après les événements à New York. Oui, en 2003. Qui ont complètement bouleversé la région, qui ont enlevé Saddam Hussein, qui, à vrai dire, devait être enlevé, mais pas de cette façon. Et pas aussi avec le choc qu'ils l'ont fait. Et cet bouleversement, dans ce sens, dans le sens géostratégique, a ouvert la porte pour pas l'Iran, mais disons les forces sur le plateau iranien, c'est historique ça, de rentrer au Moyen-Orient. Ils ont déjà rentré avant, mais dans ce cas, ils ont donné plus ou moins l'Irak, la Mésopotamie, comme cadeau à l'Iran, plus ou moins. Et actuellement, le moment que ça se passe, c'est le moment que l'Iran peut rentrer dans le monde arabe. Alors c'est un déséquilibre dans ce sens. C'est vu comme ça par les États arabes. C'est un déséquilibre par une puissance en dehors du Moyen-Orient. Alors c'est ça vraiment des grandes causes. Mais à part ça, il y a d'autres. Il y a une cause du affaiblement du Moyen-Orient depuis les années vers la fin des années 80. Ils sont beaucoup trop faibles de vraiment gérer leurs propres affaires. C'est ça un peu aussi le problème. Donc affaiblissement à partir des années 80, c'est bien ça. Dans quel sens? Dans le sens qu'il n'y avait plus un chef d'État responsable. Et dans le sens, par exemple, l'Égypte ne jouait plus un rôle géostratégique, comme par exemple la politique de Anwar el-Sadat à l'époque. Anwar el-Sadat et sa politique étaient vraiment une force de stabilité et d'équilibre. Le moment que c'était plus là, il n'y avait plus de... le monde arabe est devenu beaucoup plus faible à cause de ça. Et bien sûr, il y a d'autres pays qui ont essayé de rentrer comme opportunité de rentrer dans cette situation, mais avec une lourdité vraiment, comme par exemple Saddam Hussein et son invasion de Koweït. Moi, je doute fort si Saddam Hussein aurait rentré en Koweït, s'il y aurait eu une politique assez forte comme celle de Anwar el-Sadat dans la région. On peut dire la même chose avec l'invasion du Liban en 82 par Israël. Est-ce qu'Israël aurait fait ça si Anwar el-Sadat aurait été toujours président en Égypte à l'époque? Alors oui, il y a certains, bien sûr, dans le point de vue arabe, et le monde arabe il n'y avait plus de cohésion de politique. Et c'est ça la réalité à la base. On parlait avec nos invités du conflit entre la Palestine et Israël. Pourquoi est-ce que ce conflit est-il si insoluble en fait? Moi, je suis contre l'idée que c'est insolu. C'est
pas vraiment possible de trouver une solution parce que il n'y a pas vraiment une volonté politique de le trouver. Et puis, c'est à cause de ça, parce que le monde arabe elle-même est faible, elle ne peut pas vraiment forcer ou insister à une résolution. Le monde arabe, plutôt, a offert à Israël une résolution totale et de reconnaître l'État d'Israël. Israël n'a même pas répondu, après tout. Et vraiment, c'est une arrogance incroyable, moi je trouve, et très dangereux. Parce qu'à la fin, aujourd'hui, on peut vraiment négocier un paix assez équilibré. L'Égypte, bien sûr, a déjà fait ça, mais moi je parle entre les Palestiniens et Israël. Mais demain, le moment que le monde arabe et on le voit devient de plus en plus extrémiste, ce sera moins possible. Et c'est ça un peu le problème. Alors peut-être pour conclure, vous savez que la devise pour ironiser sur l'état du monde arabe, c'est que les pays du monde arabe ont décidé de ne pas être d'accord. On se sont mis d'accord à ne pas être d'accord. Est-ce que il y aura un jour, on pourrait envisager par un miracle ou par une décision plus concrète que ce dicton pourrait disparaître? Non, dans ce sens, je ne pense pas. Mais ce qu'on est en train de voir aussi, quand même, c'est des différentes directions idéologiques. La direction d'un monde arabe uni par exemple, l'unité arabe, par exemple, séculaire, c'est beaucoup moins faisable, on peut dire, aujourd'hui, qu'il était avant. Parce qu'il y a des forces qui veulent le faire dans un autre sens, qui est très malheureux, parce que dans un certain sens, cette idée d'avoir un monde arabe uni, séculaire, était une idée de l'unité arabe. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment faisable, je dois le dire, parce que il n'y a plus les forces qui peuvent venir à cette solution, et ce n'est plus un salut, on peut dire. Donc un deuxième peut-être Gamal Abdel Nasser avec cette idée de pan-arabisme ne peut plus exister, quoi. Bon, eh bien merci, je vous remercie, Dr Mahmoud Sabet, vous êtes historien, spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'avoir été avec nous. Je reviens avec vous, donc Monsieur Deboeuf, par rapport au soulèvement populaire. Ce soulèvement a toujours susciter l'intérêt des pays occidentaux. Il y a toujours eu une espèce d'interférence des pays occidentaux. Et pour reprendre un petit peu ce que vous avez dit auparavant, en 400 ans, bon, la région arabe n'a plus intéressé. Puis quand on a commencé à découvrir donc ces matières premières, ces ressources, on s'est intéressé à cette région et du fait, par conséquent, je dirais que les conflits deviennent mondiaux. Les conflits dans la région deviennent mondiaux. Quel est cet intérêt? Pourquoi cet intérêt, justement? C'était l'intérêt du pétrole en premier plan, alors. Mais je crois qu'en général, que l'intérêt est plutôt économique, et pas vraiment politique. Alors, et l'interférence, bon, ils ont des contrats et tout ça, peut-être qu'ils ont interféré en Iran, contre Mossadegh et tout ça. Mais en général, l'interférence politique, je crois que c'est assez limité. Évidemment, on peut dire, oui, mais ils ont essayé d'arrêter ce que Nasser a fait avec le canal de Suez, évidemment parce que c'était une importance économique.